Je suis Claire Dubois, une femme dont le regard porte désormais les traces d'un passé complexe, mais l'âme a trouvé une paix inattendue, une sérénité gagnée de haute lutte. Antoine, mon ancien mari, m'avait toujours cru simple, prévisible, peut-être un peu trop silencieuse à son goût. Il voyait en moi l'ombre discrète qui ne ferait jamais de vagues, l'épouse modèle qui ne remettrait rien en question, oubliant que parfois, le silence le plus profond est la forme la plus aiguë de l'observation attentive. Je me souviens encore d'un de ses rires, un rire sûr de lui, teinté d'une arrogance à peine dissimulée, lorsqu'il évoquait notre « famille parfaite », ignorant délibérément la froideur qui s'était déjà installée, insidieusement, dans nos jiangxin et dans nos cœurs. Ce rire, léger en apparence, était en réalité le prélude à tout, le point de départ involontaire d'une tragédie qu'il écrivait lui-même, pas à pas. Pendant trop longtemps, je n'ai rien dit, j'ai tout observé. Ce n'était pas de la faiblesse, ni de la résignation, mais une lente et minutieuse compréhension. Une récolte silencieuse de vérités, d'indices éparpillés qui, mis bout à bout, racontaient une autre histoire. Car la vérité, la vraie, celle qui brûle et libère, n'éclate jamais au grand jour que lorsque tout ce qu'on a si soigneusement construit s'effondre sous son propre poids. Et ce soir-là, à Paris, sous les lumières aveuglantes des projecteurs, elle était enfin prête à se montrer au monde. Je suis Claire Dubois, une femme qui a traversé le cap de la cinquantaine, et qui a appris, non sans douleur, que la paix profonde vient parfois après les plus violentes des tempêtes. Les années ont sculpté sur mon visage quelques rides discrètes, les souvenirs ont ciselé mon âme, mais l'esprit, lui, conserve intactes les traces de chaque orage traversé, de chaque rayon de soleil chèrement gagné, éclairant désormais un chemin d'une clarté nouvelle. Aujourd'hui, je me retrouve assise dans cette immense salle de bal d'un grand hôtel parisien, où l'élégance architecturale le dispute au faste des toilettes. Le murmure incessant des conversations chics, des éclats de rire polis, se mêle au cliquetis discret des verres à pied, l'air imprégné d'un mélange d'ambition palpable et de parfums coûteux. C'est la soirée de gala des entrepreneurs de l'année, un événement majeur où l'on célèbre avec faste les réussites éclatantes qui font la une des magazines économiques. Au centre de toutes les attentions, sous les projecteurs aveuglants de la scène principale, Antoine Beaumont, mon ancien mari, trône parmi les nominés les plus en vue de l'économie française, son nom murmuré avec respect et admiration par une assemblée conquise. Son sourire, étincelant et empreint d'une assurance inébranlable, est celui d'un homme qui se sent au sommet de son monde, un sourire que je connais si bien, qui a si souvent masqué tant de non-dits et de vérités amères. Il dégage cette aura de pouvoir incontesté qui le rendait à la fois fascinant et, pour moi, terriblement étranger. L'atmosphère déjà chargée d'attente bourdonne davantage lorsque l'animateur de la soirée, d'une voix solennelle et bien rodée, annonce l'arrivée impromptue d'un cadeau inattendu destiné à l'un des lauréats. Un frisson perceptible parcourt l'assemblée, une curiosité silencieuse et collective s'installe soudainement dans la salle où des centaines de convives retiennent leur souffle, les regards braqués vers la scène. Un colis d'une simplicité trompeuse, élégamment emballé dans un papier sombre et sobre, est alors déposé sur le pupitre en bois précieux, juste devant Antoine. Les murmures s'intensifient légèrement, comme une vague montante, chacun se demandant quelle surprise singulière pourrait bien interrompre un moment aussi protocolaire. Antoine, avec son assurance naturelle et sa décontraction feinte, prend le micro avec une aisance calculée, son œil brillant d'une fierté mêlée d'un léger agacement, comme si cette interruption n'était qu'un détail trivial dans sa soirée de consécration personnelle. Il déchire le papier avec un geste rapide et un peu trop théâtral, ses doigts agiles révélant le contenu à l'assemblée silencieuse et médusée. Ses yeux, d'abord curieux, parcourent rapidement les premiers documents exposés, puis son visage se fige instantanément, l'expression confiante s'effaçant comme une image projetée. Le sourire arrogant disparaît, remplacé par une pâleur subite, une confusion visible, puis une panique à peine dissimulée qui contracte ses traits, trahissant un trouble profond. C'est un masque qui tombe brutalement, révélant une vulnérabilité insoupçonnée, une faille dans l'armure qu'il portait avec tant d'aplomb. Les documents qu'il tenait glissent alors de ses mains tremblantes, des photos inattendues s'éparpillent sur le tapis immaculé recouvrant la scène, une vision glaciale et presque irréelle pour quiconque les aperçoit, même de loin, sous les lumières crues. Des dossiers financiers volumineux, des images compromettantes qui ne devraient pas être là, s'étalent au vu et au su de tous,
offrant une lecture brute et implacable de ce qui était censé rester secret. Une brise froide, imperceptible et pourtant palpable, semble traverser la salle, un silence pesant et glaçant tombe d'un coup, remplaçant le brouhaha festif des conversations et les éclats de rire joyeux. Les voix s'éteignent, les chuchotements s'interrompent, chacun sentant que quelque chose d'irréversible, de potentiellement dévastateur, vient de se produire sous leurs yeux ébahis. Antoine, qui quelques secondes auparavant était l'incarnation du succès éclatant, de la maîtrise absolue, est maintenant un homme à la dérive, son regard perdu, son corps entier trahissant un effondrement intérieur, une angoisse profonde qui le consume. Son élégance habituelle, son assurance légendaire, a laissé place à une désorientation qui rend son image presque pathétique. Assise discrètement au troisième rang, à une distance confortable mais suffisante pour observer chaque détail de ce spectacle inattendu, je le regarde. Mon visage reste impassible, mes mains sont posées calmement sur mes genoux, mon cœur ne bat pas plus vite, ni de triomphe jouissif, ni d'une quelconque vengeance assouvie. Juste une observation lointaine, une sérénité étrange et un calme plat m'habitent, comme si cette scène n'était qu'une pièce de théâtre dont je connaissais déjà la fin. Mon regard se pose sur lui, sans jugement véritable, sans pitié excessive, juste la constatation d'une réalité longtemps enfouie, d'une vérité amère qui éclate enfin au grand jour, devant le monde entier. Cette scène n'est qu'un prélude, une simple ouverture, une porte qui s'ouvre grand sur un passé qui refuse obstinément d'être oublié, une histoire personnelle qui devait, un jour ou l'autre, trouver son chemin vers la lumière. Mon esprit s'est évadé, bien loin de ce gala étincelant, bien loin de la scène où Antoine se tenait, tremblant sous le poids de la révélation. Je me suis retrouvé transporté dans un autre temps, un passé lointain mais encore si vif, celui des promesses murmurées et des rêves partagés sous un ciel d'été français. Je revois notre mariage, si simple, si authentique, célébré dans la petite église d'un village pittoresque niché au cœur de la campagne, loin du tumulte parisien. Il n'y avait là ni faste ostentatoire, ni invité prestigieux, juste la promesse solennelle d'une vie à deux, tissée de rires sincères, d'espoirs partagés et de projets modestes mais emplis d'amour. Antoine, alors jeune ingénieur fraîchement diplômé, avait les yeux pétillants d'une passion ardente, non pas pour l'argent ou le pouvoir, mais pour l'innovation, pour la satisfaction de bâtir quelque chose de nouveau, de créer avec ses mains et son esprit. Ce jour-là, il m'avait offert un modeste collier, une fine chaîne en argent ornée d'une petite perle irisée, me murmurant qu'elle symbolisait la pureté de notre amour naissant, quel serait le souvenir éternel de nos débuts, de ce serment gravé dans nos cœurs. Je le porte encore parfois, en secret, comme un talisman d'une époque révolue, un écho silencieux d'une tendresse passée. Nous aimions nous perdre dans l'effervescence joyeuse des marchés de Noël de Strasbourg, humant l'odeur enivrante du vin chaud aux épices, nos mains fermement entrelacées, nos cœurs battant à l'unisson. Nous déambulions parmi les chalets illuminés, imaginant avec une douce naïveté nos futurs enfants, Hugo et Léa, courant entre les étals colorés, les yeux émerveillés par les lumières et les jouets. Nous parlions de la petite maison que nous construirions un jour, avec un grand jardin où ils pourraient jouer librement, de nos futures vacances d'été à la mer, des dîners simples mais joyeux que nous partagerions autour d'une table familiale. Il y avait une tendresse infinie dans les gestes d'Antoine, une écoute attentive dans ses regards, une complicité profonde qui me faisait sentir que j'étais enfin à ma place, aimé et protégé. Antoine était alors l'homme que j'avais choisi, mon rocher inébranlable, mon complice le plus cher, celui avec qui j'imaginais vieillir sereinement, main dans la main. Puis, insidieusement, la machine s'est emballée. L'ascension d'Antoine dans sa carrière a été fulgurante, le transformant rapidement de jeune ingénieur prometteur en entrepreneur ambitieux, aux vues toujours plus lointaines. Les réunions professionnelles se sont multipliées, devenant une danse incessante d'obligations et de rendez-vous inévitables. Les voyages d'affaires à l'étranger, ou vers des villes emblématiques comme Cannes et Monaco, sont devenus la nouvelle norme, des impératifs dictés par un succès toujours plus grand. Il rentrait plus tard, visiblement plus fatigué, parfois avec cette odeur étrange, ce parfum d'ailleurs, qu'il attribuait toujours, avec une facilité déconcertante, à de nouveaux contacts, ou à des soirées de réseau incontournables. Progressivement, il parlait moins de nous, de nos rêves communs, de ces projets simples qui avaient autrefois alimenté notre amour. Nos enfants, Hugo et Léa,
attendaient leur père le soir, leurs petits visages empreints d'une adoration non feinte, mais Antoine, souvent, était déjà reparti pour une autre réunion, ou plongé corps et âme dans ses dossiers, ses pensées ailleurs. Le fossé se creusait, lentement mais sûrement. J'essayais alors de me convaincre, de le justifier à mes propres yeux et à ceux de nos enfants. Il est juste occupé, Claire, me disais-je avec une détermination forcée, c'est la pression du travail, l'ambition légitime d'un homme qui veut nous offrir le meilleur, construire un avenir solide. Je voulais y croire, de toutes mes forces et de toute mon âme, m'accrochant à cette image d'un mari dévoué qui se sacrifiait pour sa famille. Mais les petits détails, insidieux et sournois, s'accumulaient, comme des grains de sable invisibles qui finissaient par enrayer le mécanisme fragile de notre bonheur conjugal. Je me souviens des photos qu'il ramenait parfois, glissées négligemment dans une mallette, des clichés de conférences ou de cocktails mondains. Au début, leur contenu était anodin, de simples visages professionnels, mais au fil du temps, sur de plus en plus de ces photos, j'ai commencé à remarquer la présence régulière d'une jeune femme. Chloé Girard, une collègue, disait-il, au sourire trop éclatant, au regard trop direct, et dont la présence à ses côtés devenait de plus en plus insistante, presque constante. Ce n'était encore qu'une ombre lointaine, une silhouette discrète dans le cadre de ces images, mais elle commençait à s'immiscer, lentement et sûrement, dans le tableau parfait que j'avais imaginé pour notre vie, une tache discrète sur la toile de notre bonheur. Les années s'étiraient, lourdes de silence et de non-dits, et avec elles, l'éclat autrefois joyeux de nos Jiangxin s'estompait, remplacé par une amertume silencieuse, tenace. Je me souviens, avec une clarté douloureuse, de ces veillées de Noël, moments censés être remplis de chaleur et de partage, où l'absence d'Antoine résonnait plus fort que les chants traditionnels et les rires forcés. Un simple message laconique, envoyé souvent depuis Cannes, évoquant invariablement une réunion d'urgence ou un engagement professionnel imprévu, était devenu une habitude blessante, une tradition annuelle de déception. Peu importait la ville lointaine, que ce soit Cannes, Monaco ou tout autre lieu exotique, l'excuse restait la même, interchangeable, et le vide qu'il laissait derrière lui, grandissait inexorablement à chaque fois, béant. J'essayais, de toutes mes forces, de conjurer la tristesse qui menaçait d'engloutir nos enfants, Hugo et Léa, de préserver leur innocence face à l'évidence de cette absence. Je décorais le sapin de Noël avec un soin méticuleux, chaque boule scintillante étant une tentative désespérée d'accrocher un peu de magie, de retenir la joie qui s'échappait. Je préparais le repas du réveillon, la dinde dorée au marron, le dessert élaboré avec amour, mais l'essentiel manquait cruellement, la place vide à table, celle de l'homme qui se disait le pilier de notre famille, était une blessure ouverte que rien ne pouvait combler. Hugo, du haut de ses 6 ans, continuait de guetter la porte d'entrée, ses petits yeux emplis d'un espoir inébranlable, attendant le bruit familier des pas de son père, le miracle d'une arrivée inattendue qui viendrait enfin dissiper l'ombre. Léa, plus jeune encore, demandait avec sa voix enfantine, empreinte d'une naïveté déchirante, « Papa va venir nous faire un câlin pour dormir ce soir ?» Il l'a promis. Chaque question innocente était une piqûre, une douleur silencieuse que je m'efforçais de cacher derrière un sourire que je savais figé, un sourire qui ne trompait personne, surtout pas moi-même. Je leur racontais des histoires pour les distraire, je les serrais fort contre moi, essayant de combler ce vide immense avec ma seule présence, mon amour inconditionnel. Mais au fond de moi, je sentais le froid s'installer, un froid mordant qui n'avait rien à voir avec la rigueur de l'hiver, mais tout avec la solitude grandissante qui m'étreignait, une solitude de plus en plus palpable, de plus en plus écrasante. Chaque année, avec une fidélité obstinée, je prenais le temps de faire des petits gâteaux de pain d'épices, parfumés aux zestes d'orange, une tradition familiale que j'avais instaurée avec Antoine. Il adorait ça, il disait que ça lui rappelait tendrement son enfance heureuse dans sa province natale, ses douceurs réconfortantes préparées avec amour par sa grand-mère. Je les posais délicatement sur la grille de ma cuisine, laissant leur parfum épicé envelopper la maison d'une chaleur éphémère, d'une illusion de foyer. Mais, d'année en année, il restait là, intouché, refroidissant lentement, ignoré par l'homme qui, avec une hypocrisie grandissante, se disait, attaché à la famille plus que tout, un homme qui prétendait chérir ses moments simples. Ces petits gâteaux, autrefois symboles d'un amour simple et d'un passé heureux,
devenaient les témoins silencieux de ma solitude, de nos promesses brisées, des illusions qui s'effritaient peu à peu. Ils étaient le miroir de notre mariage, une douceur périssable, laissée à l'abandon. Et puis, comme si le destin lui-même s'acharnait à ajouter du poids à mes épaules déjà courbées, un appel inattendu est tombé un soir, brisant la maigre tranquillité qui me restait, achevant de fissurer ma carapace. L'hôpital. Une voix grave, emplie d'une compassion professionnelle, annonçant que ma mère avait eu des complications, que son état de santé s'était malheureusement aggravé. Un coup de massue, une urgence nouvelle qui s'ajoutait à la liste déjà longue de mes préoccupations, tandis que je me sentais déjà si fragile, si seul à porter le poids de tant de déceptions. L'image de ma mère, souffrante, son visage marqué par la maladie, s'est superposée, avec une cruelle acuité, à celle de ces Jiangxin désenchantés, me laissant un sentiment d'impuissance accablant, une douleur nouvelle qui venait s'ajouter à l'ancienne, une vague sombre menaçant de tout emporter sur son passage. Mon cœur saignait de 1000 blessures, chaque événement, chaque absence, chaque mensonge creusant un peu plus le fossé de ma détresse. Les soupçons, au début, n'étaient que de fines toiles d'araignée tissées dans les recoins les plus sombres de mon esprit, faciles à balayer d'un revers de la main, à ignorer délibérément. Mais, inexorablement, ils se sont épaissis, devenant un voile lourd, opaque, impossible à déchirer, impossible à ignorer plus longtemps. Je me souviens, avec une précision glaçante, de ces soirs où Antoine rentrait tard, toujours plus tard, son corps imprégné d'une odeur de parfum étranger, un sillage que je ne portais pas, que je ne reconnaissais pas, et qui ne me laissait aucun doute sur sa provenance. Je m'efforçais de me convaincre, encore et encore, que c'était mon imagination qui me jouait des tours, que j'étais, trop sensible, que le stress et la fatigue me faisaient percevoir des choses qui n'existaient pas. Mais cette sensation de malaise lancinant, ce nœud douloureux qui se serrait chaque soir un peu plus dans mon estomac, ne me quittait jamais, une présence constante, oppressante. Le mensonge, je le savais désormais, avait un parfum bien distinct, et bien dans notre bulle, même lorsque le monde autour de moi commençait déjà à s'écrouler en silence, pierre par pierre. C'était une habitude, une protection illusoire contre une réalité trop douloureuse. Un île était entêtant, suffocant. Les voyages d'affaires, urgents, d'Antoine sont devenus de plus en plus fréquents, leur durée s'allongeant sans explication réelle, ses absences ce après-midi ordinaire, alors que je m'affairais à des tâches domestiques, mon téléphone a vibré soudainement, me tirant de mes pensées. Un message. De Marc Fournier. Marc, mon ami de longue date, transformant en de véritables gouffres. Ses explications, d'abord plausibles, sont devenues au fil du temps de plus en plus évasives, de plus en plus maladroites, dénuées de toute transparence. Il parle mon confident, et l'avocat de notre famille, une présence stable et bienveillante dans nos vies depuis des années. Son message était court, d'une concision glaçante, presque brutale, claire, il y a été de chiffres vertigineux, de contrats complexes, de négociations délicates avec une assurance forcée, mais ses yeux fuyaient invariablement les miens, ses gestes étaient empruntés, trahissant une gêne palpable. Chaque quelque chose que tu dois absolument savoir sur Antoine, et cela ne peut pas attendre un instant de plus. C'est urgent. Un fichier était joint à ce texte sibyllin. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine, un mot qu'il prononçait sonnait faux, comme une mélodie dissonante et stridente dans la symphonie autrefois harmonieuse de notre vie conjugale. Je sentais la vérité s'effilocher, ce battement irrégulier et violent, puis il s'est mis à tambouriner furieusement, une alarme assourdissante résonnant dans tout mon corps. La panique. Ce message était la confirmation tant redoutée, elle dérobait sous mes pieds, mais je n'osais pas la regarder en face, terrifié par ce que je pourrais y découvrir. La peur de la révélation, la crainte d'un monde qui basculerait définitive écho des murmures que j'avais tant voulu ignorer, des doutes que j'avais refoulés avec acharnement. Devrais-je ouvrir ce fichier ? Cette question, simple en apparence, a déclenché une ment, était un mur infranchissable, bien plus solide que ma colère, bien plus oppressante que ma curiosité la plus brûlante. J'avais passé trop d'années à détourner le regard, à me vouer lutte intérieure féroce, un combat acharné entre ma soif de vérité et ma peur viscérale de l'affronter. La peur de la confirmation, la peur d'un monde familier qui basculerait tirer la face,
à prétendre que tout allait bien, même lorsque les fondations de ma vie s'écroulaient autour de moi. Un après-midi d'une banalité trompeuse, mon téléphone a vibré immédiatement, était plus forte que tout, plus puissante encore que ma colère ou ma simple curiosité. J'avais passé des années, une décennie entière peut-être, à détourner le regard, à me voiler la face, me tirant brutalement de ma torpeur. Un message de Marc Fournier. Marc, un ami de longue date, avocat de la famille depuis toujours, une présence constante et rassurante dans nos vies, avait soudainement à prétendre avec une persistance aveugle que tout allait bien dans notre vie, même lorsque les fissures étaient déjà profondes, même lorsque le monde autour de moi s'écroulait en silence. J'ai posé le téléphone, envoyé un message d'une gravité inattendue. Son texte était court, direct, glacial, et son contenu a fait bondir mon cœur dans ma poitrine. Claire, il y a quelque chose que tu dois savoir sur Antoine, et ça sur la table basse en verre, mes mains légèrement tremblantes, le regard rivé sur l'écran lumineux, comme s'il allait exploser d'un instant à l'autre, révélant une catastrophe. Une lutte intérieure féroce, déchirante, s'est engagée alors en moi. La peur de la confirmation, la peur d'un monde qui basculerait, qui m'emporterait dans son sillage, était plus forte, ne peut pas attendre. Un fichier était joint à ce message laconique, une annexe mystérieuse qui semblait détenir les clés de mon propre destin. Mon cœur a fait un bond, puis s'est mis à queue tout, paralysante. J'ai respiré profondément, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur, mais un soupir lourd, teinté d'impuissance et de résignation, s'est tambouriné si fort dans ma poitrine que j'en ai eu le souffle coupé. La panique. Ce message était la confirmation tant redoutée, l'écho perçant des murmures et des pressentiments que j'ai échappé de mes lèvres. Quelques minutes plus tard, un autre message est apparu, cette fois de Sophie Moreau, l'assistante personnelle d'Antoine, dont le nom m'était familier. Son ton, bien avait tant voulu ignorer, tant cherché à refouler. Devrais-je ouvrir le fichier ? Une lutte intérieure féroce s'est engagée alors dans mon esprit, une bataille silencieuse entre le désir ardent de connaître que masqué par les cris, était empreint d'une inquiétude palpable, presque fiévreuse, parlant de problèmes sérieux à la société, de décisions étranges, prises récemment par Antoine. Qu'il a la vérité et la terreur absolue de ce qu'elle pourrait révéler. La peur de la confirmation, la peur d'un monde qui basculerait, était bien plus forte que la colère ou même la curiosité la plus délaissée, perplexe et alarmée. Des mots fragmentés, des allusions sibyllines, mais la tension était là, palpable, comme une menace sourde et grandissante planant au-dessus de ma tête. Le voile, qu'œuvrante. J'avais tellement l'habitude de fermer les yeux, de me plonger dans le déni, que l'idée de confronter la réalité m'était insupportable. J'ai posé le téléphone sur j'avais si désespérément maintenu en place, se déchirait désormais, lentement, inexorablement, révélant une vérité qui allait me changer à jamais. La rencontre tant redoutée avec Marc Fournier s'est déroulée dans l'intimité discrète d'un café anonyme, niché dans une petite rue pavée loin de nos quartiers habituels, bien à l'écart des regards indiscrets d'Antoine. Le choix de ce lieu, loin de notre foyer, n'était pas un hasard, il soulignait déjà la clandestinité de l'instant, la gravité sous-jacente qui pesait sur nos épaules. Marc, le visage grave, ses traits habituellement décontractés tirés par l'évidence de la situation, n'a pas perdu de temps en fioritures ou en préambules inutiles. Il a posé délicatement sur la table en bois sombre une liasse de documents, des papiers qui, je le sentais déjà, allaient déchirer ce qu'il restait encore de mon monde, pièce par pièce. Mon cœur, déjà lourd et meurtri par tant d'alertes silencieuses, s'est serré d'une angoisse sourde et persistante, une sensation familière d'appréhension qui s'est transformée en certitude douloureuse à la vue de ces feuilles. Il y avait là, noir sur blanc, une preuve irréfutable, accablante, un virement bancaire de 500 000 €, effectué sans mon consentement ni ma connaissance, vers un compte au nom de Chloé Girard. 500 000 €. Les chiffres, brutalement alignés sur le relevé, dansaient devant mes yeux embués, une somme astronomique, vertigineuse, qui s'est plantée en moi comme un coup de poignard financier, froid et calculé. Marc a expliqué ensuite, d'une voix neutre et professionnelle, dénuée de tout jugement, comment Antoine avait orchestré, avec une minutie effrayante, des transferts d'actifs secrets, comment mes cartes de crédit avaient été coupées, non pas par une erreur technique,
Anodine comme il me l'avait affirmé avec un aplomb désarmant, mais par une décision délibérée de sa part. C'était une isolation financière calculée, un piège soigneusement tendu pour m'étrangler peu à peu, pour me rendre entièrement dépendante, pour me faire taire définitivement. La réalisation de cette manipulation machiavélique m'a frappé de plein fouet, une déflagration intérieure d'une violence inouïe. Puis, comme si le coup n'était pas déjà assez rude, Marc a sorti de sa mallette un petit enregistreur vocal, discret et sombre. Une voix, celle d'Antoine, d'une clarté déchirante, a alors rempli le silence lourd du café. Son ton était empreint d'un mépris glacial, d'une cruauté insondable qui m'a glacé le sang. Claire ne fait rien. C'est moi qui ai bâti cette vie. Elle a de la chance que je ne l'ai pas encore quittée. Chaque mot, prononcé avec une froideur déconcertante, avec une arrogance insupportable, a résonné en moi comme un coup de marteau violent, un impact brutal qui a brisé les dernières illusions, réduisant en poussière l'image de la femme que j'avais cru être à ses côtés. L'humiliation m'a submergé instantanément, une vague glaciale qui m'a figé sur ma chaise, me laissant sans voix, sans force. J'ai senti mes joues brûler d'une onde profonde, non pas pour moi, mais pour cet homme que j'avais aimé, pour l'ignominie de ses propos. Dans ce choc, je me suis souvenu alors de ses reproches constants, de ces phrases empoisonnées qu'il me lançait comme des dards acérés, « Tu es trop sensible, tu exagères tout, tu ne comprends pas la pression de mon travail. » Il avait toujours été là, ce manipulateur, ce traître dissimulé, caché derrière un masque de façade impeccablement construit, et je n'avais rien vu, rien voulu voir. Un sanglot silencieux a secoué ma poitrine, un cri étouffé de douleur, de rage et de dégoût. À ce moment précis, alors que mon monde déjà en ruine s'effondrait un peu plus autour de moi, mon téléphone a vibré à nouveau, me tirant de ma torpeur glaciale. Un autre message de l'hôpital, le même ton d'urgence implacable, mais cette fois, la nouvelle était plus grave encore, plus déchirante, situation aggravée. Elle a besoin de toi tout de suite. Ma mère. Mon seul réconfort, mon ancrage dans ce tumulte, ma seule véritable alliée, était en danger de mort. Deux tragédies s'abattaient sur moi en même temps, simultanément, m'arrachant le souffle, me laissant vaciller, écrasé entre la rage impuissante contre Antoine et un désespoir abyssal face à la dégradation de ma mère. Mon cœur saignait de 1000 blessures invisibles, mais mes yeux, étrangement, sont restés secs, comme vidés de toute larme. Un vide s'était créé en moi, un espace où la douleur était si intense qu'elle paralysait toute autre émotion. Le silence, à cet instant précis, n'était plus un choix, mais le prix amer de ma survie, le seul bouclier qui me restait face à cet ouragan qui menaçait de tout emporter. Assise seule dans le silence glacé de ma cuisine familière, je contemplais la neige qui tombait doucement à travers la fenêtre, recouvrant le monde extérieur d'un manteau immaculé. Un froid mordant s'infiltrait par les interstices, mais c'était un autre type de froid qui régnait en moi, celui de la résolution inébranlable, de la détermination sans retour. Mes mains, autrefois hésitantes, agissaient désormais avec une précision méticuleuse, préparant ce que j'avais décidé d'appeler « le cadeau Tiffany » d'Antoine. Ce n'était pas un acte de vengeance nourri par la haine, non, mon cœur était bien au-delà de ces sentiments destructeurs. C'était un acte de vérité, une confrontation forcée avec la réalité que j'avais si longtemps tenté de préserver, une exigence de lucidité pour un homme qui avait choisi l'aveuglement. La première pièce de ce cadeau singulier était un petit album photo, confectionné de mes propres mains avec une tendresse infinie, retraçant nos Noëls depuis le tout premier. Au début, les clichés vibraient de bonheur, nos visages rayonnants de jeunesse et d'amour, nos enfants, Hugo et Léa, encore bébés, souriant à pleines dents. Puis, au fil des pages jaunies, une ombre imperceptible s'installait. Antoine y apparaissait de plus en plus distant, son regard perdu, son attention rivée sur un téléphone qui devenait son véritable compagnon, tandis que nos rires s'estompaient en de pâles sourires. Chaque image était un coup de canif dans le souvenir, une progression déchirante vers l'éloignement, une preuve silencieuse et implacable de notre délitement familial, une chronique visuelle de l'amour qui se fanait sous le poids des ambitions. C'était l'histoire de ce que nous avions été, et de ce que nous étions devenus. Ensuite, je glissai dans la boîte un vieil iPad, méticuleusement vidé de tout contenu, ne conservant qu'une seule vidéo, un message désarmant de nos enfants.
Hugo, avec cette gravité si particulière aux enfants qui sentent les choses sans les comprendre, s'adressait à son père d'une voix hésitante, « Papa, nous te manquons beaucoup. Nous espérons vraiment que tu rentreras bientôt pour Noël. » À ses côtés, Léa, brandissant fièrement une décoration de sapin qu'elle avait fabriquée avec soin, ajoutait d'une petite voix remplie d'espoir, « Papa, regarde. Je l'ai faite pour toi. Viens ouvrir les cadeaux avec nous, s'il te plaît. » Leurs visages innocents, leur attente pure, perçaient mon cœur d'une douleur douce et profonde, soulignant l'abîme entre leur espoir et la réalité glaciale qu'Antoine avait tissée. Puis vint la lettre, que j'avais réécrite 4 fois, chaque version épurée, débarrassée de toute amertume, de toute colère, pour ne laisser que l'essence brute de ma vérité. Il n'y avait là ni reproche virulent, ni accusation haineuse. Juste des mots simples, francs, parlant de la solitude qui m'avait habité, de la femme que j'étais devenue sans lui, de l'homme que je ne reconnaissais plus. J'écrivais que je ne pouvais plus feindre, plus maintenir cette image parfaite qu'il s'efforçait de projeter, coûte que coûte. C'était une acceptation, une libération silencieuse, non pas pour le blesser, mais pour me guérir moi-même, pour que lui, enfin, puisse regarder en face la famille qu'il avait abandonnée. Alors que la nuit tombait et que les flocons s'intensifiaient, Marc Fournier, mon ami et mon conseil, arriva, son visage marqué par une tension visible. Il apporta la dernière pièce du puzzle, une information que Sophie Moreau, l'assistante d'Antoine, lui avait transmise dans l'urgence. Antoine prévoyait de transférer une somme d'argent considérable cette nuit même, avant le réveillon de Noël, une dernière manœuvre pour échapper à ses responsabilités. C'était la confirmation que mes doutes étaient fondés, l'ultime preuve de sa trahison financière, une tentative désespérée de vider les caisses avant qu'il ne soit trop tard. À cet instant, la boîte Tiffany prenait toute sa signification. Elle contenait également les documents légaux préliminaires que Marc avait préparés, non pas encore une demande de divorce, mais un bouclier, une mise en garde formelle, une barrière pour protéger les biens de nos enfants, leur avenir. Sans un mot de plus, avec une main étonnamment ferme, je lui tendis le paquet. L'acte était posé, irrévocable. En voyant le coursier partir avec la boîte entre ses mains, j'ai senti un souffle nouveau m'envahir, une énergie inconnue. Je n'étais plus la femme passive, attendant son destin. J'avais pris le contrôle de mon histoire. Ce fut une délivrance étrange, empreinte d'une profonde mélancolie pour ce qui avait été perdu, mais aussi d'une force nouvelle, d'une dignité retrouvée. C'était le début d'une nouvelle ère, et j'étais prête à l'affronter. Le téléphone a vibré soudainement sur la table basse du salon, brisant le silence lourd qui suivait l'envoi du colis. C'était un appel FaceTime. Le nom d'Antoine s'affichait, suivi d'une photo où son sourire était encore plein d'une fausse assurance. J'ai pris une profonde inspiration, le visage impassible, et j'ai accepté l'appel. L'écran s'est allumé, révélant Antoine. Il n'était plus l'homme rayonnant du gala, ni même l'homme suffisant que j'avais connu. Son visage était cireux, ses yeux injectés de sang, ses cheveux ébouriffés, trahissant une nuit d'insomnie ou de fureur. Il semblait avoir été arraché à un cauchemar, et son angoisse était palpable même à travers l'écran. Sa voix, au lieu de son timbre habituellement maîtrisé, était un mélange de hurlements et de chuchotements paniqués, clairs. « Comment as-tu osé ? Tu as ruiné mon réveillon de Noël. Tu as tout détruit. Qu'est-ce que tu as fait ?» Ces accusations fusaient, des flèches empoisonnées lancées à travers les terres, cherchant à me blesser, à me déstabiliser, comme il l'avait toujours fait. À mes côtés, Marc Fournier, dont la présence était un ancrage, est resté silencieux, son visage reflétant une calme détermination. Il s'est contenté de murmurer, d'un ton posé, sans aucune trace de malice. Antoine s'est mis lui-même dans cette situation, claire. C'est sa propre récolte. Ces mots, doux mais implacables, résonnaient comme une vérité irréfutable. Je n'ai pas élevé la voix, pas un instant. Mon calme était mon arme, mon silence ma force. J'ai regardé Antoine droit dans les yeux, son image tremblotante sur l'écran, et j'ai riposté avec des questions tranchantes, chaque mot choisi pour atteindre sa cible. Ruiner ton réveillon, Antoine ? Ou te forcer à regarder en face la réalité que tu as si soigneusement construite ?
Parlons de tes transferts financiers frauduleux, de ces centaines de milliers d'euros envoyés vers un compte au nom de Chloé Girard. Parlons de mes cartes de crédit coupées, de mes illusions brisées, de ces mensonges que tu as tissés autour de nous, autour de nos enfants. Ne te méprends pas, Antoine, ce n'est pas moi qui ai détruit quelque chose. C'est toi, et toi seul, qui a brisé cette famille, cette confiance, cette dignité. Mon ton était froid, mes mots clairs, sans fioriture, juste la vérité brute. Antoine, décontenancé par ma sérénité, a marqué un temps d'arrêt, comme s'il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait toujours crue faible et soumise. Soudain, une autre silhouette a surgi derrière Antoine, se penchant vers l'écran. C'était Chloé Girard. Ses cheveux étaient en désordre, son visage marqué par une colère qui égalait celle d'Antoine, mais d'une nature différente, celle de la femme trompée. « Qu'est-ce que tu fais là » a hurlé Antoine, se retournant vers elle avec une violence verbale inattendue. Chloé a ignoré sa fureur, son regard fixant l'écran, fixant mon image. Elle a alors craché ces mots, les yeux brillants de rage, « Il t'a dit qu'il quitterait sa femme, n'est-ce pas ? Il m'a dit que tout était sous contrôle, que j'étais la femme de sa vie. Il m'a tout promis, tout. Tu es un menteur, Antoine. Un manipulateur. » Leurs voix se sont superposées, un brouhaha assourdissant, un concert de reproches, de cris, de trahisons étalées au grand jour. La scène était insoutenable, grotesque, et Marc, à côté de moi, a froncé les sourcils, impuissant face à ce déchaînement. Puis, comme un coup de théâtre final, une troisième personne est apparue, Sophie Moreau, l'assistante d'Antoine, son visage pâle et ses yeux apeurés. Elle a chuchoté, d'une voix tremblante, se penchant pour parler directement à Antoine, sans même remarquer l'appel en cours, « Monsieur Beaumont, le conseil d'administration a été informé de tout. Des dénonciations anonymes, des preuves irréfutables de vos virements. Ils exigent une réunion d'urgence, immédiatement. C'est fini, Monsieur Beaumont. » Le mot « fini » a résonné comme un gong funèbre, annonçant la chute d'un empire, l'écroulement d'un homme. Le visage d'Antoine s'est décomposé, son corps entier s'est affaissé, le dernier rempart de son assurance s'écroulant dans une implosion silencieuse et brutale. Il était seul, face à ses mensonges, face à ses trahisons, face au vide qu'il avait lui-même creusé. J'ai pris le temps de l'observer, une dernière fois, sans joie, sans triomphe, juste une constatation amère. Son visage, déformé par la panique et le désespoir, n'était plus que l'ombre de l'homme que j'avais jadis aimé. Mon regard a parcouru l'écran, puis s'est posé sur le bouton rouge. D'un geste lent, délibéré, je l'ai effleuré. L'écran s'est éteint, plongeant la pièce dans un silence profond, un silence lourd, définitif, qui n'était pas celui de l'oubli, mais celui de la fin. Antoine était seul, laissé à son chaos, à son empire de sable qui s'effondrait autour de lui. Quelques instants plus tard, le téléphone de Marc a commencé à vibrer sans interruption, une série de notifications incessantes. Des messages, des alertes de dernière minute, des titres d'articles de presse qui commençaient déjà à circuler. Antoine Beaumont sous enquête, scandale financier éclabousse l'entrepreneur. Marc a levé les yeux vers moi, son expression sérieuse. La police est déjà sur l'affaire, Claire, a-t-il dit, sa voix grave. J'ai veillé à ce qu'il soit informé à temps. Un léger frisson a parcouru mon échine, mais ce n'était plus de la peur. C'était la confirmation que justice serait faite, que les ombres seraient enfin dissipées. La page était tournée, un chapitre douloureux de ma vie venait de s'achever, laissant derrière lui les ruines d'un passé qui ne me hantait plus. Si vous avez écouté jusqu'ici, si vous avez cheminé avec moi à travers cette histoire, je vous invite à laisser un commentaire avec le chiffre injuste en dessous. Votre présence est un réconfort, un signe que je ne suis pas seul, et cela me donnera la force de vous raconter la dernière partie de cette aventure, celle de la Renaissance. La nuit était tombée, lourde et glaciale, enveloppant Neuilly-sur-Seine d'un silence oppressant. Une violente tempête de neige s'était levée, recouvrant les rues et les toits d'un épais manteau blanc, transformant le paysage familier en un tableau irréel, presque onirique. C'est dans ce décor hivernal, à l'heure où le monde semblait se replier sur lui-même, que le cauchemar a pris une tournure inattendue.
des coups violents, insistants, ont soudainement résonné contre la porte d'entrée, brisant la quiétude de la maison. Non pas des coups mesurés, mais des martèlements désespérés, frénétiques, qui trahissaient une panique sourde, une détresse absolue. Je me suis levé, le cœur battant à un rythme lent mais ferme, mes sens en alerte. À travers le Judas, j'ai vu Antoine. Son visage était tuméfié par le froid et la détresse, ses cheveux collés au front par la neige fondue, ses yeux brillants d'une folie désespérée. Il était là, devant ma porte, l'homme qui avait tout brisé, un fantôme de son ancienne grandeur, tremblant et hagard. Il avait fui, je le savais, et échappé à la surveillance, laissant derrière lui le chaos qu'il avait semé à Cannes. Je n'ai pas ouvert. Mes enfants dormaient à l'étage, insouciants, protégés par l'épaisseur des murs et de mon amour. Je me suis posté devant la porte, mon corps faisant bouclier entre lui et le sommeil paisible d'Hugo et Léa, dont les chambres se trouvaient en haut des escaliers. J'étais un rempart inébranlable. Puis, comme sorti de nulle part, une autre silhouette est apparue à ses côtés, tremblant elle aussi, figée par le froid et la peur. C'était Chloé Girard. Elle semblait avoir été emportée par la même tempête, ou traînée par Antoine dans sa fuite éperdue, son visage ravagé par l'angoisse. Elle non plus n'était plus l'image de la femme sûre d'elle, éclatante, que j'avais vue sur les photos. Les coups redoublèrent, Antoine hurlant mon nom, sa voix brisée par la panique et la rage. Il m'accusait, encore et toujours, de tous ses malheurs, incapable de voir sa propre responsabilité dans cette descente aux enfers. Chloé, le corps secoué de frissons, a commencé à l'interpeller, sa voix aiguë perçant le fracas du vent. « Tu as dit que tu la quitterais. Tu me l'as promis. Tu as menti à tout le monde, Antoine. À moi aussi. » Ces paroles étaient des éclats de verre, révélant l'étendue de sa propre déception, de sa propre trahison. Elle était, elle aussi, une victime de son habileté à manipuler, à promettre l'impossible, à détruire sans le moindre scrupule. Un instant, leurs voix se sont mêlées, une cacophonie de désespoir et de rage, leurs accusations s'entrechoquant dans la nuit glacée. Marc Fournier, qui avait sans doute anticipé une telle éventualité, est arrivé à cet instant précis, sa voiture s'arrêtant silencieusement dans l'allée enneigée. Presque simultanément, le gyrophare bleu d'une voiture de police a percé l'obscurité, illuminant la scène d'une lumière crue et impitoyable. Les policiers sont sortis de leur véhicule, leurs pas crissant sur la neige fraîche. Antoine, voyant l'inévitable, a tenté une dernière fois de se débattre, de s'enfuir, de nier l'évidence. Mais il était pris au piège, acculé par ses propres mensonges, par la vérité qui éclatait enfin au grand jour. Les policiers l'ont maîtrisé, ses hurlements de rage et ses plaintes amères s'éloignant peu à peu dans la nuit, se fondant dans le silence retrouvé de la tempête. Il continuait de crier mon nom, de me maudire, de me jeter la faute de son propre effondrement, mais ses paroles n'avaient plus de prise sur moi. Chloé, effondrée, a été prise en charge par une femme policier, son corps secoué de sanglots silencieux. Elle aussi avait payé le prix de la folie d'Antoine. Je les ai observés tous les deux, disparaître dans l'obscurité, leurs silhouettes se fondant dans le paysage hivernal. Mon regard s'est attardé sur la voiture de police qui s'éloignait lentement, emportant avec elle les derniers vestiges d'un passé douloureux. Mon cœur n'éprouvait ni joie mesquine, ni satisfaction vengeresse. Juste une étrange et profonde sérénité, un immense sentiment de légèreté. Le fardeau était tombé, la page était tournée, et un nouveau chapitre de ma vie, enfin libre de son ombre, pouvait enfin commencer à s'écrire. Après cette nuit de tempête et de révélations fracassantes, une quiétude étrange s'est installée, non pas l'absence de bruit, mais le calme profond qui précède la reconstruction. Le chaos extérieur s'était dissipé avec l'aube, laissant derrière lui un paysage enneigé et purifié. Il était temps de commencer à réorganiser les fragments de ma vie, de poser les premières pierres d'un avenir que j'étais désormais déterminé à bâtir, non pas sur des illusions, mais sur la vérité. Quelques jours plus tard, accompagné de Marc Fournier, je me suis rendu au siège de la société d'Antoine, un immeuble imposant sur l'avenue Montaigne, dont les façades de verre reflétaient le ciel gris de Paris. La salle de réunion, habituellement le théâtre des ambitions et des stratégies, était empreinte d'une atmosphère solennelle.
Le conseil d'administration, des visages graves et impassibles, m'attendait. Ma voix était claire, posée, professionnelle, dénuée de toute émotion superflue. J'ai confirmé les informations que Marc leur avait déjà transmises, détaillant les manœuvres financières frauduleuses d'Antoine, les transferts d'actifs douteux, les manipulations. Il n'y avait plus de place pour le doute, ni pour la dissimulation. À chaque mot prononcé, je sentais mon propre pouvoir grandir, non pas un pouvoir de domination, mais celui de l'intégrité retrouvée. Les membres du conseil ont écouté attentivement, leurs regards croisant les miens avec un respect nouveau, une reconnaissance silencieuse. Ils m'ont assuré de leur soutien total, garantissant la protection légale nécessaire pour moi et, plus important encore, pour l'avenir financier de nos enfants. Peu après cette rencontre, la nouvelle est tombée, un communiqué officiel annonçait la révocation immédiate d'Antoine Beaumont de toutes ses fonctions et l'ouverture d'une enquête pour fraude. C'était la fin d'un chapitre, la chute d'un empire bâti sur le mensonge. La clarté de cette nouvelle a ouvert des brèches inattendues dans le mur de silence qui m'avait longtemps entouré. Quelques heures après la publication du communiqué, mon téléphone a vibré. C'était Sophie Moreau, l'assistante d'Antoine. Sa voix était hésitante, fragile, imprégnée d'une sincérité qui m'a touché. Elle s'est excusée, encore et encore, d'avoir gardé le silence si longtemps, expliquant sa peur d'Antoine, sa mainmise sur sa carrière, sa vie. Mais elle avait finalement choisi de faire ce qu'il fallait, par conscience professionnelle et par un désir profond de protéger l'entreprise qu'elle aimait. Je l'ai écoutée sans l'interrompre, sans jugement, et j'ai accepté ses excuses, comprenant la complexité des pressions qu'elle avait subies. Puis, quelques jours plus tard, une rencontre encore plus inattendue a eu lieu. Chloé Girard. Elle m'a contacté, demandant à me voir. Nous nous sommes retrouvés dans un café neutre, à l'écart de tout regard indiscret. Chloé n'était plus la femme sûre d'elle des photos, ni la furie de la nuit de Noël. Ses yeux étaient rougis, son visage marqué par la honte et la tristesse. Elle s'est excusée, les larmes coulant sur ses joues, pour avoir été une partie de cette tromperie, pour avoir contribué, même involontairement, à ma douleur. Elle a avoué avoir été manipulée, aveuglée par les promesses mirifiques d'Antoine, par un monde de luxe et de gloire qui lui avait fait miroiter. Elle aussi était une victime, un fragment de sa destruction, une autre âme brisée par son égoïsme démesuré. Face à elle, je n'ai ressenti ni colère, ni ressentiment, juste une profonde empathie. J'ai accepté ses excuses, mes mots porteurs de pardon et de compréhension. Je savais que la vengeance n'apportait aucune paix durable, et que la seule voie était celle de l'apaisement, de la libération. Après ces confrontations nécessaires, la maison a retrouvé son calme, un calme nouveau, purifié. J'ai passé les jours suivants avec Hugo et Léa, mes deux ancres, mes raisons de me battre. Nous avons ressorti les quelques décorations de Noël qui avaient survécu à la tourmente, des boules ébréchées, des guirlandes fatiguées, et nous les avons réaccrochées, non pas avec l'éclat d'autrefois, mais avec une tendresse nouvelle, une signification plus profonde. Nous avons commencé à construire un Jiangxin à notre image, un Jiangxin de résilience, de vérité, de famille. Les rires de mes enfants remplissaient la maison, des rires légers, sincères, des mélodies qui soignaient mon âme. Je les regardais jouer, leurs visages éclairés par la lueur des petites lumières du sapin, et je savais que le chemin serait long, mais que nous étions enfin sur la bonne voie. La douleur ne disparaissait pas d'un coup, mais elle laissait place à une paix grandissante, à une force intérieure qui me portait. J'avais appris que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres, mais en amour, en intégrité, en ces moments simples et précieux qui tissent le fil de nos vies. C'était un nouveau départ, une renaissance silencieuse, pleine de promesses, et je savais que cette fois, je ne serais plus jamais seul. Le temps s'est écoulé, doux et apaisant, comme le murmure d'une rivière après les crues tumultueuses. Dans ma maison, autrefois empreinte de silence pesant et de peurs indicibles, les rires ont retrouvé leur place, légers et mélodieux, ceux d'Hugo et de Léa, ces boussoles infaillibles qui m'ont guidé à travers la tempête. Notre foyer est désormais un havre de paix, rempli de la chaleur simple et authentique des moments partagés, des dîners préparés ensemble, des histoires lues sous la couette. Chaque matin, le soleil qui inonde la cuisine me rappelle que la vie,
malgré ses cicatrices, est une promesse renouvelée. Marc Fournier est resté ce roc inébranlable, cet ami fidèle et précieux, dont la présence discrète mais constante est un baume pour l'âme. Nos conversations, souvent autour d'un café fumant, ne sont plus remplies de stratégies judiciaires ou de preuves accablantes, mais de rires, d'échanges sur nos quotidiens, et de cette confiance absolue qui ne se dément jamais. C'est une amitié pure, solide, un cadeau de la vie que je chéris. Le passé n'est plus un fardeau qui m'écrase, mais une partie de mon histoire, un chemin que j'ai parcouru pour devenir celle que je suis aujourd'hui, une femme libre, entière. Il y a quelques semaines, un message est arrivé, transmis par l'intermédiaire de Marc. C'était d'Antoine. Ces mots étaient brefs, hésitants, empreints d'une fragilité inattendue. Il disait qu'il cherchait de l'aide, qu'il regrettait profondément les erreurs commises, qu'il reconnaissait enfin la gravité de ses actes. Pas de justification, pas d'accusation, juste une admission brute et sincère de sa chute. J'ai lu ce message sans colère, sans triomphe, juste une forme d'acceptation tranquille. Je n'ai pas ressenti le besoin de lui répondre, ni de le juger. Ces mots n'ont ni altéré ma paix, ni réveillé d'anciennes blessures. J'ai compris qu'il était en quête de sa propre vérité, de sa propre rédemption. Mon chemin n'était plus le sien, et j'avais appris à laisser partir, à ne plus m'accrocher aux ombres du passé. La clémence n'était pas un pardon, mais une libération pour mon propre cœur. En regardant en arrière, je perçois désormais avec une clarté nouvelle les leçons profondes que cette épreuve m'a enseignées, les vérités cachées qui se sont révélées à travers la douleur et la solitude. La chute d'Antoine n'a pas été causée par un manque d'argent, ni par une absence de pouvoir. Au contraire, il a échoué précisément parce qu'il a mesuré la valeur des êtres humains à l'aune de leur apparence, de leur statut social, de leur capacité à servir ses propres ambitions. Il a méprisé la valeur intrinsèque de chacun, et plus particulièrement la mienne, celle de la femme qui partageait sa vie, de la mère de ses enfants. Son arrogance, cette certitude inébranlable de sa supériorité, a voilé ses yeux, l'empêchant de voir les véritables richesses de l'existence, l'amour inconditionnel, la fidélité, la simplicité des liens humains. Il était si aveuglé par son propre reflet qu'il en a oublié l'essence même de ce qui fait la grandeur d'un homme. Sa quête effrénée de reconnaissance extérieure l'a éloigné de sa propre humanité, le laissant finalement seul et démuni face à l'échec de sa propre âme. Mais au-delà de cette superficialité, il y a une leçon plus profonde, une vérité psychologique universelle qui se dessine. La racine de sa trahison, de sa manipulation, ne venait pas d'une quelconque faiblesse de ma part, d'une lacune que j'aurais pu combler. Non, elle était ancrée dans sa propre insécurité, dans cet ego fragile qui avait constamment besoin d'être alimenté, de se sentir indispensable, de contrôler tout ce qui l'entourait. Antoine avait besoin de maîtriser, de dominer, pour masquer ses propres failles, ses propres doutes. Et quand il a été confronté à une femme comme moi, silencieuse, discrète en apparence, mais profondément autonome, capable de trouver sa force en elle-même, il s'est effondré. Il ne pouvait plus me contrôler, et cette perte de pouvoir l'a plongé dans une spirale de destruction. Ce n'était pas une réaction à mes actions, mais la manifestation de ses propres peurs, de sa propre incapacité à accepter l'indépendance d'autrui. La trahison n'était pas un manque d'amour envers moi, mais un symptôme de son manque d'amour pour lui-même, de sa fragilité intérieure qu'il projetait sur le monde. Enfin, la leçon la plus précieuse, celle qui résonne en moi avec la force d'une vérité absolue, est d'ordre moral et existentiel. Ma véritable victoire, celle qui me remplit d'une sérénité durable, ne réside pas dans la vengeance, ni dans l'humiliation publique d'Antoine. Elle réside dans ma capacité à avoir préservé ma dignité, à être parti sans un mot d'explication superflu, sans un cri de rancœur. Elle réside dans le fait d'avoir vécu, et de continuer à vivre, en accord avec les valeurs profondes qui m'animent, l'honnêteté, la compassion, l'amour véritable, la résilience. Cette liberté intérieure, cette capacité à pardonner sans oublier, à avancer sans se retourner dans l'amertume, est une richesse inestimable, une victoire que ni l'argent, ni le pouvoir, ni la reconnaissance sociale ne pourront jamais acheter. C'est la certitude que même au milieu des ruines, il est possible de reconstruire, de trouver un sens,
de rayonner de sa propre lumière. Le vrai bonheur n'est pas une destination, mais la manière dont on choisit de parcourir le chemin. La vie est un écho. Ce que vous envoyez vous revient. Ce que vous semez, vous le récoltez. Si vous avez été touché par cette histoire, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont les leçons que vous retenez de votre propre parcours? L'histoire de Claire Dubois s'achève ici. Que pensez-vous de la décision de Claire face à son passé? Auriez-vous agi différemment à sa place, face à une telle trahison? Partagez vos réflexions et vos sentiments dans les commentaires ci-dessous où je lis toujours chacun de vos mots avec la plus grande attention. Si cette histoire vous a touché, vous a fait réfléchir ou ressentir une émotion particulière, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la partager avec quelqu'un qui, vous en êtes sûr, sera également ému, et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. On se retrouve très vite pour la prochaine narration et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être la vôtre. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.